en Roumanie, en Géorgie, mais aussi en Slovaquie. Au-delà de l'Ukraine, l'ombre de la Russie plane sur plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Et les armes de Moscou ne sont pas seulement militaires. Désinformation sur les réseaux sociaux, pression économique, les techniques d'ingérence du Kremlin sont multiples. Comment réagissent les États concernés ? Ont-ils les moyens de lutter ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Europe infiltrée par la Russie, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, le cas d'école slovaque. Les Slovaques ont des problèmes plus importants que les relations avec l'Ukraine. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. À peine élu, il donnait déjà le ton. Robert Fico, Premier ministre de la Slovaquie depuis octobre 2023, créait le malaise au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, car il est l'une des voix dissonantes en Europe sur le sujet de la guerre en Ukraine. Fico se dit contre la poursuite de l'aide aux pays envahis par la Russie. En décembre dernier, le dirigeant slovaque était même reçu par Vladimir Poutine, une visite très rare qui a de quoi inquiéter les Européens. Populiste et nationaliste, Robert Fico veut se recentrer, dit-il, sur les problèmes de la Slovaquie et tourne le dos à l'Union européenne. Un Premier ministre clairement pro-russe, et on va le voir, son arrivée au pouvoir est l'un des exemples d'ingérence du Kremlin en Europe les plus réussis de ces dernières années. J'ai repris notre manuel imaginaire du parfait petit ingérant russe, qu'on a bien feuilleté cette semaine. Je récapitule, on a vu la tactique de la désinformation en Roumanie, celle de la pression économique en Moldavie, la stratégie de la manipulation électorale en Géorgie, et on va maintenant s'intéresser à un cas d'école qui réunit plusieurs méthodes à la fois, la Slovaquie. Pour en parler, je retrouve Charles Aquet, rédacteur en chef du service Monde de l'Express. Bonjour Charles. Bonjour Charlotte. Charles, la Slovaquie, tu étais déjà venu nous en parler dans La Loupe l'an dernier. L'extrait est juste ici. Il y a un événement qui a vraiment marqué l'Europe récemment, c'était à la fin 2023, c'était les élections législatives en Slovaquie, qui avait vraiment un exemple en la matière. Quelques jours avant le scrutin, un faux enregistrement du candidat pro-européen démocrate a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il y racontait comment il voulait manipuler les votes, il voulait augmenter le prix de la bière. Cet enregistrement a beaucoup circulé. Le problème, c'est que cet enregistrement était faux. Il avait été fabriqué avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais on n'a pas pu le dire parce qu'on était en période de réserve. C'était donc impossible à démentir. Alors, on ne peut pas dire que le candidat pro-européen a perdu à cause de ça, puisque c'est ce qui s'est passé. Il a perdu, mais on peut imaginer à quel point ça a pu aider. En tout cas, des sources pro-Kremlin ont été identifiées dans la production de cet enregistrement. Tu évoquais alors la campagne de désinformation qui avait sans doute participé à faire élire le parti de Robert Fico, le Smer, fin 2023. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement Robert Fico ? Oui, c'est un social-démocrate qui a déjà été Premier ministre à 2 reprises, et notamment assez longtemps, entre 2012 et 2018. Il avait dû démissionner à la suite d'une grave crise politique. Un journaliste qui avait dénoncé des liens entre le gouvernement de Fico et la mafia italienne avait été assassiné. Il a fini, malgré cela, par être réélu en 2023, mais sur des positions plus radicales que celles qu'on lui avait connues. Par exemple, complotiste, anti-LGBT ou eurosceptique. Comme la plupart des autres pays qu'on a évoqués précédemment, la Slovaquie possède une frontière avec l'Ukraine. J'imagine qu'elle a donc été affectée, elle aussi, par la guerre. Oui, et avant l'arrivée de Fico au pouvoir, la Slovaquie était l'un des plus grands donateurs de l'UE. Elle a aussi accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens sur son sol. Robert Fico avait promis l'arrêt de l'aide à l'Ukraine. Il a tenu ses engagements. Depuis son retour au pouvoir, la Slovaquie a suspendu ses livraisons d'armes aux pays en guerre. Tu l'as dit plus tôt, Fico est allé encore plus loin, puisqu'il a rencontré Vladimir Poutine fin 2024. En fait, Robert Fico, c'est un peu un deuxième Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois avait lui aussi rencontré le président russe en juillet dernier, et tous les deux incarnent en quelque sorte l'axe pro-Moscou au sein de l'Union européenne, une sorte de cheval de Troie. Charles, on a évoqué la tactique de la désinformation. Est-ce qu'il y a une autre méthode dont a usé le Kremlin pour ramener la Slovaquie dans son orbite ? Oui, alors comme pour la Moldavie, dont on a parlé précédemment, la Russie a exercé une forme de pression économique sur la Slovaquie, puisque ce pays aussi est très dépendant du gaz russe. Et l'approvisionnement a été rendu très difficile par la guerre en Ukraine. Il y a aussi une autre méthode de notre manuel qui risque d'être employée par Moscou à l'avenir. Et laquelle ? La corruption. Elle augmente fortement dans le pays depuis l'arrivée de Fico au pouvoir, selon l'ONG Transparency International, et ce à cause de réformes mises en place par le gouvernement, notamment le démantèlement d'une agence de lutte contre la corruption.
Cette corruption, on peut se douter qu'elle sert les intérêts de Moscou. Comment en est-on arrivé là, dans un pays qui était pourtant l'un des plus pro-européens de la région? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cet épisode. Charles, comme pour les autres pays infiltrés par la Russie auxquels on s'est intéressé cette semaine, je te propose de revenir sur l'histoire récente de la Slovaquie. Et encore une fois, on parle d'un jeune État créé après la chute de l'URSS. Oui, on revient là encore dans les soubresauts des années 1990. La Slovaquie est née de la dislocation de la Tchécoslovaquie en 1993. Très vite, elle s'est engagée sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne. Une adhésion qui a été très voulue par la population slovaque. Oui, on dit d'ailleurs que c'est le pays qui détient le record d'euro-enthousiasme. Parce qu'en 2003, au référendum organisé sur l'adhésion à l'UE, 92,5% des votants ont dit oui. Le pays rejoint donc officiellement l'UE en 2004 et la même année, il intègre l'OTAN. À l'étranger encore, cette image pour l'histoire, l'entrée officielle dans l'OTAN de 7 pays de l'Europe ex-communiste, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, Slovénie et les 3 pays baltes. La cérémonie s'est déroulée à Washington. La guerre froide est vraiment finie, a notamment affirmé le Premier ministre roumain Adrian Nastase. Rappelons que Washington souhaite voir l'Alliance Atlantique participer davantage à la lutte contre le terrorisme. La Russie, elle n'a pas caché son irritation face à ce nouvel élargissement qui renforce l'ancrage occidental de ces pays. Justement, quels sont les liens entre la Slovaquie et la Russie à cette époque ? Alors, au début des années 2010, ces liens entre Slovaquie et Russie étaient plutôt distendus, puisque la Slovaquie continuait alors d'être franchement tournée vers l'UE et vers l'OTAN. D'ailleurs, à l'époque, c'était Robert Fico qui était au pouvoir. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais on peut retrouver sur Internet des rapports du Sénat français ou même des communiqués de l'OTAN qui louent la bonne coopération de la Slovaquie gouvernée par Fico. Malgré tout, la Slovaquie est pragmatique. Elle reste ainsi très liée à la Russie sur le plan économique. On l'a évoqué, le pays est très dépendant du gaz russe. Alors, quand est-ce que les positions de Robert Fico évoluent et deviennent plus autoritaires et franchement pro-russes ? Alors justement, c'est au milieu des années 2010 que tout cela commence à déraper, avec des propos islamophobes et des propos contre les journalistes notamment. L'influence russe est ensuite de plus en plus manifeste. Fico critique les sanctions européennes contre la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. En 2015, il proteste contre l'envoi d'armes aux rebelles syriens. Comme dans ses discours contre la guerre en Ukraine, il dit avant tout vouloir la paix. Mais en réalité, on comprend bien qu'il cherche surtout à satisfaire Moscou, qui soutient alors le régime de Bachar el-Assad. La suite, on en a parlé, Fico doit démissionner et reste un temps éloigné du pouvoir, jusqu'à son grand retour avec son parti fin 2023, dans le contexte de désinformation généralisée qu'on a évoqué. Et Charles, ce parti porte donc un discours sans cesse plus pro-russe et eurosceptique. Oui, il faut noter que ce refroidissement entre les autorités slovaques et l'UE a atteint un sommet en janvier dernier. Un député du parti Smer, donc social-démocrate, a déclaré qu'il fallait que la Slovaquie se laisse la porte ouverte à une sortie de l'UE. Une déclaration qui inquiète donc l'Union européenne, mais surtout qui n'a pas été bien reçue par la société slovaque. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans toute la Slovaquie vendredi soir, comme ici dans la capitale Bratislava, pour protester contre les politiques jugées pro-russes du Premier ministre Robert Fico. Charles, on l'entend, les Slovaques réagissent vivement à la dérive pro-russe de leur gouvernement. Oui, même si le slogan du Brexit a eu beaucoup de succès, on ne peut pas dire que les Slovaques soient vraiment en faveur du Slovexit. Il y a eu de grandes manifestations ces derniers mois pour appeler à la démission de Fico, notamment après sa rencontre avec Poutine. Et aussi après les propos dont on vient de parler du député sociodémocrate sur une potentielle sortie de l'Union européenne. Des rassemblements ont maintenant lieu toutes les semaines dans les 2 principales villes du pays, Bratislava et Košice. L'opposition a aussi tenté en vain de faire voter une motion de censure contre le gouvernement. Robert Fico a contre-attaqué en accusant l'opposition de fomenter un coup d'État. Nous voyons une structure qui veut exploiter ces réunions et ces rassemblements pour un éventuel affrontement avec les forces de sécurité de l'État. Et comment réagissent l'Union européenne et la communauté internationale ? Dans son rapport sur l'état de droit dans l'UE, publié l'an dernier, la Commission européenne s'inquiète d'un recul démocratique en Slovaquie. Il faut signaler que l'UE n'a pas pour autant imposé de sanctions au pays, contrairement à ce qu'elle a fait dans le cas de la Hongrie de Viktor Orban. L'ONU aussi a tiré la sonnette d'alarme sur la dérive autoritaire. Le mois dernier, elle a appelé à mettre fin immédiatement à la stigmatisation et à la persécution des ONG, des journalistes et des organisations de la société civile. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait suffisant pour faire changer de cap Robert Fico ? En tout cas, sa rhétorique n'a
pas du tout évolué. Il ne semble pas vraiment chercher l'apaisement. De toute façon, même s'il démissionnait, on peut se demander si la Russie n'aurait quand même pas réussi son coup, à savoir déstabiliser de l'intérieur un pays membre de l'UE et de l'OTAN. Avec ce cas d'école d'infiltration russe en Europe, je peux maintenant refermer notre manuel du parfait petit ingérant. On y voit désormais un peu plus clair dans cette stratégie multiforme et inquiétante du Kremlin. Merci Charles pour toutes ces précisions et à bientôt. Merci Charlotte, à bientôt. Pour retrouver les analyses de Charles Aquet et de tous nos journalistes sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, rendez-vous sur le site l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1 et on se retrouve demain pour un épisode consacré à une actualité de la semaine. Pour ne pas le manquer, pensez à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute. L'Europe infiltrée par la Russie est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Aude Villiers-Moriamé et réalisée par Jules Cros.